toujours sur le même thème. On va simplement essayer cette fois-ci de rentrer un peu plus dans quelle politique industrielle il faut promouvoir et quel type d'investissement de long terme, façon, comme l'a dit Lionel, autre façon de poser la question. Cette fois-ci autour de moi, je commence par... Peter arrive. Peter arrive. Ah, ben voilà, il est là. Oui. Tu aurais introduit, d'accord. Oui. Donc je présente après ou... Non, présente. Non, oui, je termine la présentation. Donc Peter Schott, qui est donc professeur à Yale, qui va être un peu le pendant de Philippe Aghion, qui va nous dresser à l'américaine une vision de la politique industrielle. Philippe Varin, que je ne présente pas, qui est le PDG de PSA Peugeot Citroën, président du directoire. Hervé Macheneau, qui est un grand spécialiste de l'énergie, longtemps l'EDF, et une autre grande spécialité, c'est l'Asie, donc il nous parlera des deux. Eduardo Reviglio, à côté de moi, qui est donc le chief économiste de la Caisse au ministère des Finances italien, de la Caisse des dépôts. Et enfin Jean-Pierre Ansen, autre homme de l'énergie, qui est au comité exécutif de GDF Suez. Voilà, nous sommes tous là. On commence, mais à nouveau par une petite introduction de Lionel. À toi. Voilà, donc à nouveau merci à tous ceux qui résistent à ces deux sessions enchaînées. Donc la deuxième partie de l'après-midi concerne quelle politique industrielle. Donc on a bien compris tout à l'heure dans les diverses interventions que l'industrie ou l'industrialisation ne réglerait pas les problèmes d'emploi. Les problèmes d'emploi sont beaucoup plus généraux que cela. Mais cela n'empêche pas de réfléchir, comme on l'a dit, à l'industrie dans un sens très large. Alors, le temps qu'Éric fasse la loi dehors. Donc, si je résume un petit peu les points qui ont été évoqués dans la session précédente, est-ce que l'État doit intervenir dans l'industrie? C'était le premier point de départ de notre discussion. Et la réponse était, arrêtons de nous poser cette question. De toute façon, il le fait. Il le fait en Chine. Il le fait aux Pays-Bas. Ça nous a été dit par Angel Gurria. Il le fait aux États-Unis. Il le fait en France aussi, beaucoup. Sans qu'on ait nécessairement d'ailleurs une vision claire et complète de l'ensemble de ces interventions dans chacun des pays que j'ai mentionnés. Donc la question n'est pas tant est-ce que l'État doit intervenir dans l'industrie, mais comment le faire, et donc c'est bien l'objet de cette deuxième partie. Alors, vous avez bien compris que les économistes sont des gens qui ont des raisonnements très schématiques, parce que ça aide beaucoup. Donc le raisonnement que nous tenons en général est de dire il y a d'un côté les politiques horizontales. Donc les politiques horizontales, c'est celles qui visent à créer des écosystèmes, des biotopes, dans lesquels 1000 fleurs vont fleurir. Hein. Et les politiques verticales sont des politiques dans lesquelles on choisit des secteurs. Et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler généralement les politiques industrielles, plutôt ces politiques verticales, sachant que les politiques horizontales sont plus des politiques de concurrence, des politiques d'innovation, des politiques de flexibilisation du marché du travail. Mais on peut aussi étendre le terme de politique industrielle à ces dernières politiques-là. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à comment bien faire les politiques verticales, il y a beaucoup d'arguments contre. Il y a beaucoup d'arguments qui montrent qu'on a toutes les chances de rater. Le premier argument, c'est que l'innovation, c'est un domaine dans lequel on se trompe très souvent. Et donc ça, c'est opposé très souvent à l'intervention publique. On dit, regardez, vous avez eu, je ne sais pas, le Minitel, le Concorde, etc. Et donc tout ça sont des échecs.
Donc ça montre que l'État ne sait pas choisir, que l'État se trompe. En fait, c'est un très mauvais procès qui est fait à la politique industrielle, puisque les entreprises privées elles-mêmes se trompent beaucoup. Le processus d'innovation, c'est ça, c'est juste se tromper très souvent. Et de temps en temps, ne pas se tromper et à ce moment-là, avoir une perle, quoi. La seule différence entre le secteur privé et l'État, c'est que l'État, quand il a commencé à se tromper, il ne sait pas s'arrêter. Dans le secteur privé en général, enfin, les représentants du secteur privé nous le diront très très bien, on s'arrête, vos actionnaires vous arrêtent. Dans le cas de l'État, c'est très très différent. Vous allez avoir un président de région, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, qui va vous dire qu'il faut absolument continuer, sinon c'est un drame pour l'emploi. Il y a beaucoup d'autres raisons, bonnes ou mauvaises, qui peuvent inciter l'État à ne pas s'arrêter. Donc se tromper, c'est pas grave. Le problème, c'est que l'État ne sait pas tirer les conséquences de ses erreurs. Donc il faudrait essayer de remédier à ça. L'autre point, c'est que finalement, ce qui compte dans la nouvelle concurrence internationale, c'est très très micro. Donc Franck nous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la variété, la différenciation des produits. Enfin, j'en parle moins bien que lui, mais le bon product mix, le bon design, etc. Donc ce fameux exemple d'Apple. Et ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire au niveau de l'État. Si on demande au ministère de l'Industrie de nous dire quelle est la bonne façon de faire Apple, ça va pas marcher, quoi. Donc ça, c'est aussi une critique qui est faite. Le risque de capture, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé au moment de ne pas s'arrêter, le risque de capture, donc, ou des intérêts bien compris, des vested interests, je ne sais pas comment on dit en français exactement, donc vont capturer la politique industrielle pour leurs propres besoins. C'est quelque chose qui est absolument évident dans le cas de l'État, et donc il y a toute une question de gouvernance autour de la politique industrielle. Et puis il y a le problème d'information. Il y a une critique qui est très souvent faite qui consiste à dire si les entreprises privées elles-mêmes n'arrivent pas à deviner dans quel sens va l'histoire, est-ce que l'État est bien armé pour le faire, lui qui est plus loin des marchés, etc. Donc ça, c'est les arguments contre. Puis il y a des arguments pour qui ont commencé déjà à être évoqués. Le premier argument pour, c'est les externalités. Donc l'État peut aider à ce que les externalités de connaissances se fassent bien. Donc qu'est-ce qu'on appelle une externalité de connaissances en économie? C'est un terme très pompeux ou très pédant pour dire tout simplement que les ingénieurs de deux sociétés concurrentes vont se rencontrer autour d'une pizza ou d'un café. Et donc c'est comme ça que la fertilisation croisée des technologies se fait. Donc c'est ça les externalités de connaissances. Et ça, c'est très très localisé. C'est-à-dire la pizza, vous n'allez pas la prendre à 100 km. Et donc c'est la raison pour laquelle en France, par exemple, on a fait les pôles de compétitivité, ce qu'on appelle des clusters dans tous les autres pays du monde, mais c'est la même chose. Ce qui est pour aussi, c'est la perspective de très long terme, de beaucoup d'investissements. On en a parlé à propos de l'énergie. Et il est probable, pas certain, mais probable que dans certains secteurs où il faut investir vraiment à très très long terme, le secteur privé, qui a des contraintes de plus court terme, de rentabilité, aura du mal à le faire. Et puis enfin, il y a une mauvaise raison pour faire de la politique industrielle, mais il faut aussi tenir compte des mauvaises raisons, c'est que les autres le font. Donc les Chinois le font, les Indiens le font probablement un petit peu, et beaucoup d'autres, les Américains aussi. Donc si on est les seuls à ne pas en faire, ça va être très embêtant. Et donc je reconnais que c'est une très très mauvaise raison, mais c'est une raison très forte et qui sera probablement évoquée aussi dans cette session. So thank you for having me here. I guess I'll structure my comments as a bridge between what we heard last session and what we'll be hearing again probably this session. So as a series of questions. So first, what is industrial policy? Simplest definition for industrial policy is some support, generally thought of as a support for a particular industry or a particular firm, using some policy tool, a subsidy of some sort, or a tariff barrier if you're thinking about protecting a firm or an industry against international competition. There's a lot more language that goes around with this, clusters, all that kind of stuff, but at heart, that's really what most of us think about when we hear industrial policy. Why are we talking about industrial policy? So industrial policy has been, as we heard in the first session, a subject of intense debate among academics, among policymakers for decades. But it always becomes more popular during a recession. So we just had a very bad recession. Industrial policy is very popular. What else is contributing to the popularity of industrial policy right now? China envy, right? So we look out, especially if we're in developed countries, we look out to the world, we see China has unbelievable growth rates. We know that the Chinese economy is not laissez-faire. Therefore, we perhaps are seduced to conclude that, well, maybe we need to do some of that kind of stuff.
And my first observation is that reminds me a lot of Japan envy, which we went through during the 1980s. If you remember, back in the 1980s, we had just gone through a pretty bad recession in 1982, speaking from the US perspective. We were getting hammered by the Japanese, as we heard a little bit about last session, we could talk more about, in automobiles, electronics, many other sectors. And there was this entity, METI, out there that was, you know, we looked out, we saw Japan was doing well, maybe we need some of that, maybe we need to grab some of that. So I'm going to return back to this experience in the 1980s in a couple minutes with a particular example, but that's my first observation, that this popularity is driven a lot by current events. But still, there's something that can be said, I think, this time around. The reasons for and against industrial policy have been summarized in the last session and also with Lionel, so let me state very briefly, on the positive side, government can play a role in solving certain problems, problems that the private sector can't overcome for some reason or won't overcome for incentive reasons. So that's the best case that can be made for industrial policy thought in aggregate. On the against side, there's several. Again, you know, the informational burdens are quite severe. You can think about that as how does the government know who to listen to in terms of providing that support. And a more subtle informational problem is, does the government have the bureaucratic resources to manage the industrial policy? So I'll get back to that in a second. And then, of course, the broader criticism of industrial policy is that it just leads to or encourages corruption and bureaucratic capture. So once you've started subsidizing an entity, that entity has a reason to keep wanting subsidies. Industrial policy is very rarely written with a sunset clause or an end date. And so then you get this perpetual protection, which results potentially in a lot of waste. So that's all well and good. There's pros and cons, but as has been pointed out, as everyone in the room knows, governments face pressure to do something, and it's unrealistic. You know, they are governments. They actually should do something. So it's not so much a question of whether to do industrial policy or not. That's too simple, I think, a setup for the issue. I think it's more like given that the government's going to do something, what should the government be doing? What broad rules, since we have very little time, what broad rules should be kept in mind when policies are constructed? So let's think of, I'm going to give you three kind of very broad policies that I think have emerged recently from lots and lots of studies of industrial policy across the developed and the developing world. First guideline is that industrial policy should be general, right? So the kind of best idea is that the government really, you know, definitely has a role in setting the rules of the game. The government has certain roles to play in terms of setting up infrastructure. We can start from those very broad goals and work our way down. And in these rules, there's no bright line between, you know, defining where the government should stop. So more general is better. Overcoming market failure is better. Picking a particular firm, not so good, right? If you want to think about all the attention being played to green energy, one perspective, one example for this perspective is maybe it's better to have a carbon tax, which raises the cost of energy, which allows entry of new technologies, rather than picking a particular battery manufacturer and giving them a big subsidy and asking them to go ahead and succeed, right? We'd like to kind of change the competitive situation in which firms act and in a way that promotes what we think are long-term objectives. Second, industrial policy should be managed by a capable bureaucracy. So at lunch, we were talking about this in the context of nuclear energy. You'd like bureaucrats that are managing policies to be strong, to be capable in the sense of actually understanding the issues, having the technical expertise that can be relied upon within the government, as opposed to only listening perhaps to those who are being encouraged. And they should be independent so that they can make wise decisions. And part of that, of those three attributes, also involve defining the criteria ahead of time for what success of the industrial policy will be and what failure will be, right? And building in sunset clauses that say, look, you know, when this occurs, we're done, and we'll move on and we'll do something else, right? So that, again, so you eliminate the kind of potential for capture, for corruption, which will also, by the way, help in terms of selling these policies to a broader constituency than you would have had without these safeguards. And the third one, which is, again, I think fairly obvious, but deserves a little bit of thought, which is industrial policy should serve a country's comparative advantage. So if I'm the United States, I think of myself as being a skill-abundant, design, Apple, Google kind of country.
If I want to remain a Google kind of country, I need to have Google kind of talent. And this has obviously been brought up already, but one has to think about, there's a role for government in thinking through incentives that are provided for the accumulation of certain kinds of factors of production. And that would be, you'd like to, for example, subsidize, in a different context, bilingual education rather than, for example, subsidizing call centers, right? Bilingual education might get you call centers, but it's a much broader skill that could pay off, has spillovers for other activities. Okay, and then last question, what can we learn from the US in terms of industrial policy? So as has been brought up, the US has a reputation for being less enamored of it or less willing to enact industrial policy than perhaps other countries. That's, it's easy to find examples where that's not true, but it definitely has this reputation. And now I want to come back to this experience in the 1980s. So I was thinking, what kind of example could I give in a very short period of time that would kind of drive home the way I think about this issue? And I thought a good example would be to show some information about the US manufacturing industry. So I'm a big believer in showing data as well as doing anecdotes. So this blue line traces out the employment in US manufacturing in the post-war period. So we start off with about 13, 14 million manufacturing workers after World War II. There's this increase until 1979 to about 19.5 million manufacturing workers. So this upsweep is the golden age of US manufacturing, right? Then what happens? Well, the 1980s, 1970s are very turbulent. Manufacturing itself is a very turbulent industry for various reasons. It goes up and down, but what you see is starting in 1979, there's this slow decline initially around the business cycle of manufacturing employment. And then the longer you look at this picture, and I've looked at this picture for quite a long time, the more depressed you get, potentially. Why? Because it just keeps going down. And when it goes down a lot, you think, oh, well, maybe it'll turn around, but it goes down more, right? So in particular, what I find fascinating about this picture, so since 1979, US manufacturing employment has fallen 30%. 2/3 of that decline has occurred since the 2001 recession. So that's interesting enough. Just think how fast that has occurred. What I find fascinating is how much of it, 1/3 of the overall decline, roughly speaking, happened after the 2001 recession, which was a mild recession, right? So that big change in US manufacturing employment occurred at a time when there was no other obvious labor market consequence. It's not like between 2001 and the recession in 2008, that unemployment rates skyrocketed or we had completely dysfunctioning labor markets. In fact, it was absorbed quite readily. And so my reason for bringing up this example is, when I present this picture sometimes when I'm in China, hands get raised and I get asked the question, okay, but what did the government do with those workers, right? How did the government manage that? And the answer is the government didn't really manage it. I mean, we have employment policy, we have the kind of social safety net. I mean, from our perspective, a social safety net that is kind of familiar. But it wasn't managed, it just occurs. And a phrase I like from the last section is that, the people on the podium up here with me, they don't stand still, right? Businesses don't stand still. So this decline is in employment, but a really nice way of showing the way this is not necessarily a completely depressing picture is to show you the next picture. The blue line is the one you've just seen. The green line is value added in US manufacturing. And you can see that even though manufacturing has crashed in terms of employment, value added has kept growing more or less at the historical rate, right? That's a tremendous increase in value added per worker. What is that? That's firms doing two things. They're substituting domestic workers with machines and offshore workers, and they're moving out of certain industries and into others. A lot of that occurs inside firms. Firms survive, but they shed workers, they shed plants, they move on. The whole world's moving, right? In the 1980s, we had declines in unemployment. We were worried about the Japanese. It was claimed the US would never manufacture anything again, and that was wrong. I mean, a trade economist like me would have said, well, I don't know what's coming, but the workers released from autos or whatever are gonna get absorbed in some other sector, maybe manufacturing, maybe services that support manufacturing, and that's what occurred. So my last point would be, when you think about industrial policy and you look at a picture like this, you realize there's tremendous reallocation that can occur, recession aside, without obvious turmoil in the labor markets. And maybe the policies we need to think about are how to rematch workers that are displaced with firms to new firms. So
the focus of industrial policy shouldn't be on jobs, like keep that job we used to have because it was great. You know, jobs will come and jobs will go. We want to keep the worker well, and we need to facilitate workers' transitions between firms and industries. Thank you. Thank you, Peter. Please answer with a yes or a no. Barack Obama invested in industrial policy, in automobile. Is it a success? So I could take two perspectives because I'm an economist. I'll do this, right? So I would say to the extent that was a liquidity problem, that was a good idea. But I think to some extent, it's just delaying the inevitable. So a feature of industrial policies are you keep things going that aren't, you know, think of Greece, that are not going to last. And you should just let it go, right? I think. Merci. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce plan pour l'industrie automobile américaine? Moi, je ne vais pas dire que je serais ravi que ça a été une erreur. Non, je pense que ce n'est pas une erreur. Moi, je suis impressionné par GM, le retour de GM. D'ailleurs, ils ont été encore plus violents qu'en France, puisqu'en France, les automobilistes ont eu le droit à deux prêts de l'État, hein, chacun de 3 milliards d'euros, mais GM est parti dans le Chapter 11, a complètement été lessivé de toutes ses liabilities, tous ses passifs, et est ressorti avec une position compétitive extrêmement sérieuse. Voilà, c'était juste pour vous perturber avant votre intervention. Il en faut d'autres, Eric, mais bon, je vais vous décevoir. Je vais pas vous parler de politique industrielle. Je vais partager avec vous une conviction. Une conviction, c'est que notre pays a besoin ce que j'appellerais un pacte social pour retrouver sa compétitivité de l'industrie, bien sûr. Alors, comme disent les sociologues, il faut dire d'où je parle. Bon, j'ai quand même 25 ans d'industrie dans l'aluminium, j'ai vu disparaître Péchinet, ça laisse des traces. Et puis, j'ai été amené à vendre l'acier anglo-néerlandais par nécessité, puisqu'on n'avait pas les matières premières à Tata. Et aujourd'hui, PSA, Peugeot Citroën, emploie 100 000 personnes en France. On y produit 40% de nos modèles, 85% de nos moteurs, pratiquement 90% de notre recherche. On a 15 000 chercheurs et on dépense 2 milliards d'euros en recherche en France. Et nous sommes le premier déposant de brevets. Et donc, il est urgent que le groupe devienne global, puisque dans l'automobile, 60% de la croissance va venir de Chine et d'Inde. Il faut savoir que pour 100 Chinois, il y a actuellement 5 voitures dans le parc. Pour 100 Européens, il y en a 50. Et pour 100 Américains, il y en a 80. Et pour 100 Indiens, il y en a 2. Voilà. Donc le potentiel est énorme. Alors, cette conviction qu'il faut un pacte social, elle repose sur un certain point de vue, c'est que l'industrie est en danger. Alors on a dit à plusieurs reprises que c'est normal que le poids de l'industrie baisse dans le PIB. En France, c'est aujourd'hui 14%, je crois. Mais en fait, il faut savoir qu'on est passé en dessous de l'Angleterre, qui est à 15%, et les Allemands sont à 23%. Et est-ce qu'on va continuer à dire que le poids de l'industrie, en gros, tous les 2 ans, il perd 1 point dans le PIB, puis trouver que c'est normal? Est-ce qu'on trouve normal que la balance commerciale de la France, en 2010, soit de moins 50 milliards d'euros? Alors, il y a des tas d'explications, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est comme, on en parlait tout à l'heure, comme un de nos collaborateurs vient pour expliquer que son résultat est de moins 50 milliards, il va y avoir des tas d'explications. Mais l'Allemagne est à plus 150 sur la base de 2010, et pour le moment, en 2011, ça ne prend pas très bonne tournure. Et puis, cette inquiétude, elle repose aussi sur ce que nous voyons dans l'industrie automobile, où l'Allemagne, depuis 10 ans, bien, son rythme de production, c'est 5 millions, un peu plus, de voitures par an. Et en France, il y a 10 ans, on avait plus de 3,3 millions de voitures, et on en a perdu déjà un tiers en termes de production. Donc, voilà, il y a une inquiétude. Alors, ceci dit, maintenant, en 3 points, je voudrais partager avec vous cette idée qu'il n'y a pas de fatalité. Et le premier point, il porte sur l'innovation. La France, les industries françaises ont un retard en matière de
Recherche-développement, 1,3% du PIB contre l'Allemagne qui en a 1,8%. Mais je ne suis pas pessimiste parce que je pense que ce qui a été fait sur le crédit impôt-recherche, sur les pôles de compétitivité, sur le grand emprunt plus récemment, tout ceci génère une bonne dynamique. Et s'il fallait faire quelque chose, il faudrait plutôt en ce moment chercher du côté de l'Europe, parce que je trouve absolument anormal que sur ce qu'on appelle le programme cadre numéro 7, c'est le grand programme de recherche de Bruxelles, on parle sur plusieurs années de 54 milliards d'euros. Bon, si vous savez combien il y a eu pour l'automobile? Moins de 1% du programme. Bon, et donc dans le prochain programme numéro 8, il faut qu'il y ait, alors on va prendre des leçons des Hollandais, mais quelques programmes, l'homme sur la Lune. Il faut que sur les quelques grands secteurs européens, Bruxelles puisse allouer de l'argent de manière prioritaire, en recherche oui, mais aussi beaucoup en développement. Donc sur le plan d'innovation, je pense que c'est vraiment aux entreprises de faire leur travail pour maintenant utiliser tous les atouts que nous pouvons avoir, travailler beaucoup plus sur les filières, travailler beaucoup plus sur les standards et les normes, parce que ça, nous ne le faisons pas assez. Et les Allemands, là-dessus, sont bien plus forts que nous, mais c'est ça l'arme du futur. Et puis, je dirais, dans le cas des produits comme les nôtres, on l'a dit à plusieurs reprises cet après-midi, les marques sont presque plus importantes que la technologie. Ce qui nous protégera à long terme en Chine, en Inde ou ailleurs, ce n'est pas tellement la technologie, puisqu'on sera rattrapé. Mais sur les marques, là, l'avantage est pérenne. On l'oublie trop souvent. Donc voilà ce que je voulais dire sur le premier chapitre, qui est celui de l'innovation et de la recherche-développement. Deuxième chapitre, celui des coûts de production. Alors oui, la France a de bonnes infrastructures. Oui, la France a une énergie compétitive. Et je pense que les entreprises françaises, en moyenne, en matière de productivité, elles sont très bonnes dans les standards européens. Mais nous observons depuis 10 ans un coût du travail qui dérive. Alors il ne s'agit pas du salaire net, il s'agit des charges qui pèsent sur le travail. Cette année, le coût du travail en France, dans nos industries, dépasse celui de l'Allemagne. L'année dernière, il était de 33 € par heure, tout chargé. L'Allemagne a 33 € aussi. Bon, cette dérive, on avait un avantage. On avait un avantage de 12%, et puis en 10 ans, on l'a perdu. Il y a des tas de raisons, mais on l'a perdu. Donc il faut qu'aujourd'hui, on bascule une partie des charges qui pèsent sur le travail, celles qui ont trait à la famille et d'autres rubriques éventuellement, qui ne sont pas liées du tout au travail, qui sont pour des raisons historiques. Il faut qu'on les bascule sur d'autres assiettes fiscales. Les Allemands ont choisi dans les lois Hartz, il y a 8 ans, de basculer cela sur la TVA. Donc il faut qu'on trouve le mode pour y arriver. Mais il serait beaucoup plus logique sur le plan économique que les importations supportent leurs cotisations à ces charges et que donc le coût du travail ne soit pas surtaxé, ce qui conduit à un cercle vicieux. Donc ça, c'est un premier sujet. Sachez que lorsqu'un ouvrier est payé à Mulhouse 100 € net, eh bien, il y a 83 € de charges. Le même employé équivalent à Wolfsburg, 100 € net, 47 € de charges. Donc, il faut être conscient de cette situation. Et donc, le troisième point que je voulais faire, c'est celui de l'adéquation, de l'alignement du marché du travail aux besoins de l'industrie. Là, nous avons une expérience que le groupe a 5000 alternants avec des jeunes, et dont 2000 apprentis. Nous devons réformer l'apprentissage en France. Vous savez, en France, on est content, lorsqu'on a des apprentis, de voir qu'après leur apprentissage, 20% vont être employés dans l'entreprise. Bon, en Allemagne, ce serait un score ridicule, parce que c'est 90%. L'Allemagne n'a pas de taxe d'apprentissage. Est-ce que vous savez que la moitié de l'argent collecté pour l'apprentissage, via la taxe d'apprentissage, va réellement dans les centres d'apprentissage? Donc, ceci n'est pas normal, et il faut donner à l'apprenti une égalité de dignité avec celle de l'étudiant. Lorsqu'un apprenti se transporte, se loge, eh bien, il doit avoir les mêmes conditions que l'étudiant. Et il faudrait peut-être d'ailleurs un programme Erasmus des apprentis. Donc, il est urgent de mettre les entreprises à la manœuvre sur la question de l'apprentissage. Et puis, dernier point, en ce qui concerne l'alignement
du marché du travail aux besoins des entreprises, nous pouvons faire beaucoup pour essayer de réduire l'anxiété de l'ensemble des salariés, l'anxiété de devoir quitter l'entreprise à un moment. Et ça arrivera de plus en plus. Et c'est fort compréhensible, parce que lorsqu'aujourd'hui on se retrouve sur le marché du travail, eh bien c'est le trou noir. Les entreprises ont beaucoup à faire dans ce domaine, en matière de validation des acquis professionnels, pour que chaque employé ait une sorte de passeport des acquis professionnels, qui lui donne une sorte de sécurité pour qu'on travaille avec les branches, de telle manière qu'on puisse faire des transferts d'emploi lorsque nous avons des problèmes, et que ceci nous aide dans un problème que nous avons, qui est celui de la flexibilité industrielle. Alors, il ne s'agit pas de revoir le code social, le livre 4, le livre 3, etc. Il s'agit d'anticiper à l'avance les problèmes et de pouvoir les traiter. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur le plan individuel, eh bien, je dirais tout ce qui est rupture conventionnelle remplace très souvent les licenciements. Et ça se passe bien. Et donc, sur le plan collectif, il faudrait qu'on imagine la même chose. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ça veut dire qu'il faut que nous partagions cette vision au niveau national. Et là, il faut des politiques transversales. Je ne suis pas très favorable aux politiques verticales. Il faut travailler sur l'écosystème. Et là, on voit très bien ce qu'il y a à faire. Il faut que nous travaillions au niveau des filières. Et là, je dois dire, les entreprises ont du travail à faire. Je pense que l'énergie travaille bien, voire très bien. L'aéronautique travaille bien, voire très bien. Je pense que dans le domaine de l'automobile, nous devons être beaucoup plus efficaces. Et puis, dernier point, cette action doit aussi se faire au niveau régional. Moi, je ne suis pas pour les champions nationaux. J'ai passé du temps en Angleterre et j'ai été dégoûté des champions nationaux. Je ne pouvais plus en entendre parler en temps français. Par contre, je suis pour les champions régionaux. Un cluster en Galice, un cluster du décolletage dans l'Arve, un cluster de la plasturgie dans le Jura, un cluster de l'aéronautique à Toulouse, un cluster de l'automobile dans les pays de l'Est, eh bien ça, pour l'avenir, c'est une base sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, je suis confiant, puisque la nécessité, en général, est mère de créativité. Il faut simplement qu'on reconnaisse la nécessité. Voilà, merci. Alors, Hervé Macheneau, un peu de retour en Asie. Vous avez passé beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une politique industrielle en Chine? Beaucoup de gens l'ont dit. Laquelle? Et de quoi on peut, et en Chine et en Asie, et peut-on s'en inspirer? Merci, Eric. Peut-être avant de parler de l'Asie, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'industrie et la France, et l'industrie française. Politique industrielle, ça a deux sens. C'est soit la vision au sens de et l'ambition et la volonté et l'espérance et la stratégie au sens de l'industrie, l'époque de Georges Pompidou, dont notre président faisait récemment l'hommage, ou bien c'est politique industrielle au sens de la régulation. Alors moi je vote pour la première et pas pour la seconde. Dans le premier... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'industrie est devenue un outil en France. Je me souviens, dans les années 70, les professeurs d'économie nous expliquaient, effectivement ça a été redit, que la France était à l'époque un pays archaïque parce que son industrie représentait encore 35% du PIB. Donc aujourd'hui on est fiers puisque ça ne représente plus que 14%. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça, c'était les années 70. Ensuite, dans les années 90, l'industrie a été utilisée comme un outil de la performance financière. Et aujourd'hui, elle est utilisée comme un outil de la politique économique et sociale. Mais l'industrie n'existe plus en tant que telle. Et moi, je rêve d'un pays où on aime son industrie. Parce que pour qu'elle se développe, l'industrie, elle a besoin d'être aimée et de ne pas être un outil. C'est quoi être un industriel ? C'est évidemment produire un bien, mais c'est avoir un métier qui permette de contrôler la production de ce bien et d'améliorer constamment la qualité de ce bien et son utilité. C'est donc être constamment aiguillonné par le désir de produire des produits de meilleur en meilleur pour de plus en plus de clients.
Ça, évidemment, en gagnant de l'argent, mais pas pour gagner de l'argent. C'est donc, pour obtenir ce résultat, la nécessité d'innover en permanence. Et l'innovation est au cœur de l'industrie, et c'est donc aussi... Ça implique, la conséquence, c'est d'aller là où le marché se développe, parce que c'est là où l'innovation doit se faire. Or, depuis 3 décennies, le centre de gravité du monde s'est déplacé vers l'Europe de l'Est, la Pologne, le Brésil, la Turquie, et surtout, on l'a dit, l'Inde et la Chine. Ceci n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, dans les années 60, les États-Unis étaient pour nous la menace, et on a parfaitement relevé les défis industriels dans l'aéronautique, dans l'automobile et dans l'énergie. Dans les années 70-80, c'était le Japon, et aujourd'hui, nos croissances sont intimement liées, et donc la croissance et le développement, ça n'est pas un gâteau qu'on se partage, c'est un foisonnement auquel tout le monde doit coopérer. C'est pourquoi ma conviction, c'est que l'industrie française, si elle s'enferme, elle va mourir. Et avec elle, ses emplois. Si elle s'ouvre, si elle s'installe dans les pays où elle se développe, et si elle coopère avec ces pays, alors elle gardera sa position éminente. Ce qui fait la valeur, il y a tout un débat sur la technologie et transfert de technologie. Ce qui fait la valeur d'une industrie, c'est évidemment son niveau technologique à un instant donné. Mais comme dirait, je ne me souviens plus, je veux dire, la technologie, si on veut la garder, on s'assoit dessus, 10 ans après, elle n'existe plus. Ce qui compte dans l'industrie, ce qui fait vraiment la valeur de l'industrie, c'est sur la base de la technologie que l'on a à un moment donné, les capacités d'innovation. Le secteur du nucléaire est évidemment un exemple très important. La France est aujourd'hui, sans doute, toujours dans une position de leader, grâce à un modèle industriel dans lequel EDF maîtrise le processus industriel et donc la boucle d'amélioration continue de son outil de production et des équipements de ses fournisseurs. Ce leadership industriel ne peut pas continuer compte tenu simplement du programme français. Nous devons donc tous ensemble, la filière, s'ancrer là où cette industrie se développe, et donc en particulier en Chine, qui maîtrise le plus grand et qui va construire le plus grand programme industriel. Pierre Gadenex le disait tout à l'heure, la moitié des centrales nucléaires du monde vont être construites en Chine dans les 20 ans qui viennent. Donc la question, c'est être ou ne pas y être, et ça n'est pas comment on fait pour garder notre technologie. Je vais donner l'exemple des entreprises, des petites et moyennes entreprises françaises du secteur du nucléaire, qui sont dans une association qui s'appelle PFCE, et qu'EDF a entraîné en Chine il y a un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, ces entreprises, qui sont constituées donc en association, elles sont à peu près 70. 80% d'entre elles, à elles toutes, font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Chine. Elles exportent en moyenne entre 8 et 10 fois plus que la moyenne des PME françaises. Et elles ont réalisé des 25 créations d'emplois en France et des investissements en France liés à leur activité chinoise. Et donc, ceci pour montrer que, au fond, l'importance d'être là où le marché et où les innovations se développent est absolument capitale, et il ne faut pas se scléroser et espérer continuer à exporter indéfiniment. Bien sûr, la Chine, le Brésil, l'Inde vont nous concurrencer. Mais la réponse n'est pas dans une défense jalouse et passive de sa technologie, elle est évidemment dans le fait de coopérer et de trouver, du fait des besoins qui sont nouveaux et qui sont créés chez nous, et du fait de notre présence dans ces pays-là, l'innovation et la confiance dans nos capacités d'innovation. Donc, vous concluez là. En conclusion, voilà. Merci Eric, justement. Moi, je dis oui à une politique industrielle qui donne une vision, une ambition, une stratégie pour notre industrie, une politique industrielle qui fasse confiance à l'industrie et à l'ingéniosité de ses ingénieurs
pour trouver les voies et moyens de son développement dans l'intérêt général, et non à une politique qui utilise l'industrie pour mettre en œuvre une politique économique et sociale à court terme. Merci. Merci. Alors, il nous reste 2 intervenants et on va aborder le thème du financement de long terme. Eduardo, donc, au ministre des Affaires financières en Italie. Comment cette industrie, on la finance? Comment on retrouve, alors que les marchés sont court-termistes, pour poser la question de façon caricaturale, comment on retrouve la capacité d'investir dans des projets de long terme? Thank you. So I'm not going to talk much about industrial policy, but I'm talking about long-term investments, which is a topic that after the crisis became quite central to policymakers, to financial markets, and to... I think that Eric Orsena is right. Time of history is increasing in speed, very much so. If you think about Industrial Revolution, it took about 2.5 centuries. And now globalization, the way we know it, it's from the fall of the Berlin Walls, like 20 years. And the speed will increase even more. The demand for capital investment worldwide will be huge in the next decades. If we look at 2050, worldwide GDP will grow from 5 times, from 78 billion to 308 billion. World population will move from, as you all know, from 6.5 to 9.5. In Africa, will double from 1 to 2 billion. In Asia, from 4 to 6.5 billion. This means that about 2/3 of the world population will go through a phase of growth and development very similar to what Europe and Japan went through after the Second World War. So we're talking about 5-6% growth in GDP, huge demand for long-term investments, infrastructure, energy, climate change, urbanization, technology, social services. And this is a huge challenge. The McKinsey recently calculated that China will have to build the equivalent of a city as big as New York City every year for 30 years. And India, a city as big as Chicago, every 2 years for the next 30 years. This will be a great challenge in terms of natural resources and environment, of course, and only technology can help us, of course. And technology is itself a long-term investment. The demand of capital investments is going to increase dramatically. The saving rate might not be enough so that means that interest rates might go up in the future. The competition on the global market of savings will increase. So what to do? Well, all regions of the world, countries, should have new rules to attract long-term investments, to make incentives, to make it more attractive. We should build financial instruments which can be go in the portfolio of large institutional investors. You think that pension funds, insurance companies, and sovereign wealth funds have assets worth about 40% of world GDP. We're talking about 35 billion euros. Now they invest about 2% in infrastructures as an asset class. If this 2% only went to 10%, we probably have enough financial resources to finance the great need for long-term investments worldwide. What to do in Europe? We, together with the Cassa Depot, the EIB, and the KfW German, and Cassa Depositi are long-term, European long-term investors, you know, the institutions, we created the Club of Long-Term Investments. And what we are trying to do some positive lobbying to say to the European Commission that we need a new regulatory framework to attract long-term savings to Europe to finance the 2020 strategic. You know, we need, by 2020, we need about 2 trillion euros in investment for the TEN-T and TNE and for the broadband. So it's huge money that has to come in because, of course, we have public debts and budgets, as you know, where there's no public money to put that. And what that means accounting rules. Basel III is tremendously bad for long-term investment. Banks are not going to invest long-term with that kind of rules. And the European directive is going in that direction.
the IAS philosophy generally, the mark-to-market, is not a good incentive, especially for institutional investors. Pension funds and insurance companies have long-term liabilities and assets. So it's okay if they match long-term assets with long-term liabilities. And now with the new Solvency II, which is an European directive, again, is not helping at all long-term investments from this time of investors. Fiscal incentives, of course, because, of course, project financing, these investors are going to buy, financial instruments with project financing underneath. But if they have fiscal incentives, that's going to help a lot. Since we don't have public money to put in this infrastructure, if we give fiscal investments, we're going to make it. Corporate governance, better rules for non-regulatory risk, non-financial risk, regulatory risk, because that's the big point of project financing. Long-term equity funds, project bonds initiatives, new financial instruments generally. Europe can make it if it can, on the one hand, attract long-term investment to foster the growth, a Schumpeterian growth, as Philippe Aghion was saying, not Keynesian. And at the same time, we'll have to take advantage of this great opportunity of development by going in the countries and cooperating with emerging markets, helping them to build infrastructures and long-term investments there. Thank you. Thank you. Alors, dernier intervenant, on va vous presser forcément, hein, Jean-Pierre, parce que vous voyez, je m'en étrangle. À vous, toujours sur GDF Suez, comment on finance l'industrie du futur? Plus généralement, peut-être, bonjour. Oui. Une des questions posées au panel était donc quel est le rôle de l'État, à supposer qu'il y en ait un, dans la réalisation, y compris le financement des investissements de long terme. Alors, comme dernier intervenant de l'après-midi, je voudrais adresser au colloque une très bonne nouvelle. C'est que la question posée, elle a été résolue voici à peu près 250 ans, puisque je cite par cœur, mais c'est à peu près ça, Adam Smith a déjà dit que le troisième et dernier devoir d'un souverain ou d'une république, il est assez universaliste, était, je cite encore, d'ériger et d'entretenir les institutions publiques d'une part, mais aussi les ouvrages publics qui étaient au plus haut point utiles au commerce. Donc je crois qu'au niveau conceptuel, entre économistes, la question est réglée. La question est de savoir comment. Et quand et par qui. Alors disons, faisons une hypothèse qui n'est pas vraiment héroïque, c'est que Adam Smith voulait dire non pas ériger, mais il permettait aussi de dire faire ériger, ou bien entretenir, mais il pouvait dire aussi faire entretenir. Et je voudrais argumenter très rapidement que le rôle de l'État dans ces matières, il n'est pas substitutif, il n'est pas antinomique avec celui des acteurs privés, il est plutôt complémentaire. C'est un peu comme l'a dit Peter, le setting of the rules. L'État, à mon sens, doit fixer d'abord les règles du jeu, que ce soit en politique énergétique ou en politique industrielle. Et je crois qu'on a fait remarquer à cette table, il ne fait pas toujours bien lui-même quand il fait quelque chose. Et de manière un peu paradoxale, on pourrait dire que le bon sens ici, c'est ce que le bon sens commun récuse. Et on dirait plutôt, faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais. Prenons le cas de l'État opérateur, par exemple. Est-ce qu'il y a un déterminisme absolu à ce qu'un État soit opérateur dans les grands investissements ou les grandes installations qui gouvernent industriellement nos sociétés? Je ne crois pas. Même je vais prendre un exemple qu'il est peut-être un peu difficile d'expliquer ou d'évoquer ces jours-ci ou ces mois-ci. Même dans l'exploitation de grandes unités de production comme les unités nucléaires, certes, un pays comme la France a pris l'option que ce soit non pas la puissance publique, mais son émanation qui soit l'exploitant des centrales nucléaires. Ce n'est pas un déterminisme absolu. Si on prend deux autres grands pays, les États-Unis et la Belgique, ce n'est pas le cas, puisque dans ces pays, des stations nucléaires fonctionnent de manière, je touche du bois bien entendu, parfaitement sûre jusqu'à présent. Mais en tout cas, l'État doit fixer les règles, et quand je dis État, Pierre, je vise évidemment État ou groupe d'États. Comme Pierre Ganex l'a dit tout à l'heure, c'est au niveau des groupes d'États, j'y reviens d'ailleurs tout à l'heure, que ça doit se fixer. L'État maintenant, pour faire une petite phrase à la Duras, doit-il être investisseur, forcément investisseur, dans ce genre d'investissement à très long terme? Je crois que la réponse là, elle est un peu plus difficile. Alors je proposais de faire une dichotomie très simple. Il y a des investissements de long terme qui sont motivés par la croissance en énergie. C'est les pays émergents, et mes collègues l'ont dit souvent. Alors j'ai fait l'hypothèse un peu héroïque, celle-là, que lorsqu'il y a des investissements financés par la croissance, entre guillemets, les marchés financiers jouent leur jeu. That's it, point. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est lorsqu'il s'agit de financer des investissements qui sont nécessités non pas par la croissance, mais bien par ce qu'on appellerait des politiques spécifiques communes, des politiques spécifiques qui s'appliquent à un secteur.
Alors, je vais en prendre un exemple assez simple. Et pour une fois, je vais être un énergéticien qui ne va pas parler nucléaire aujourd'hui. Je vais parler de décarbonisation au niveau européen. Alors, les économistes diraient que c'est un problème de correction d'une externalité, le carbone, c'est vrai, mais c'est aussi un peu un problème de politique industrielle, puisque les autorités publiques européennes et a fortiori nationales anticipent de ce fait-là un nouveau marché. Elles veulent faire conquérir par les Européens. Donc, il faut prévoir des incitants et en tout cas des signaux. Or, signaux, il y a eu. Il y a eu, et important. Le problème, c'est que la politique européenne des 3x20, ou bien de la décarbonisation, appelez-la comme vous voulez, elle a donné, par exemple, 2 types de signaux, en fait plus que 2, mais 2 types de signaux. Un premier signal qui est de dire, tout ça doit se faire par le marché. Exemple, le marché des EU ETS, donc du marché du CO2. D'un autre côté, le renouvelable, lui, doit se faire, je cite toujours, par un mécanisme qui n'est pas de marché, ce qu'on appelle des feed-in tarifs. Autrement dit, c'est non seulement des tarifs garantis qui s'appliquent sur un marché électrique européen que la même Union européenne a voulu compétitif, mais qui non seulement est calibré en francs ou en euros, mais s'applique en plus dans un market design, comme on dit, où ils ont la priorité sur toutes les autres formes d'énergie. Donc, marché d'un côté et instrument régalien de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné simplement que l'énorme développement de l'éolien en Allemagne, par exemple, a poussé les prix de l'énergie à la baisse sur la plaque européenne, sur les 6 pays qui constituent le centre-ouest européen, ce qui empêche aujourd'hui, pour les choses comme elles sont, de dégager les moyens nécessaires non seulement pour renouveler le parc. Or, même si la croissance en Europe est limitée, à 1,5% pour dire quelque chose de la demande d'électricité, dans 4 ou 5 ans, mesdames et messieurs, on sera au rendez-vous du nouvel équipement normal, du renouvellement de l'équipement normal. Qu'en est-il donc s'il s'agit de renouveler les équipements existants par des gros investissements plus lourds qui empêchent d'émettre trop de carbone? Deuxième point, effet pervers, ça limite bien sûr le CO2 émis, ce qui était le but, mais des renouvelables, mais ce qui pèse sur le prix du CO2 sur le marché libre, qui a été un des instruments voulus par les institutions européennes et même par les pays. Et de manière plus générale, ça limite les investissements, donc ça limite ce manque de niveau de prix. Ça limite donc la sécurité d'approvisionnement, ce qui est un problème, lui, dirent les économistes, de biens publics. Donc, exemple de 2 instruments régaliens de 2 instruments de politique énergétique, l'un régalien, l'autre par le marché. Il se trouve simplement qu'à mon sens, et en grande partie, ça se télescope. Je peux aussi citer comme exemple de relative incohérence la nouvelle politique énergétique qui est aujourd'hui en train d'être examinée au niveau du Royaume-Uni. Alors je sais, il n'y a pas de pire zèle ou de plus grand zèle que celui des néoconvertis, mais quand le Royaume-Uni s'est rendu compte que dans le fond, peut-être le marché électrique, si souvent promu, ne générait pas les bons signaux de long terme, ils ont superposé, ou ils envisagent de superposer sur ce marché électrique des processus de tender, autrement dit, processus d'enchères. Très bien, pour autant que les machines issues de ces enchères, c'est-à-dire les ouvriers de la 25e heure, comme on dirait dans un très vieux bouquin, n'aient pas un avantage indu par rapport aux machines qui, elles, sont du ressort et le resteront du marché. Sur ce paysage, on attend, grosso modo, vous avez lu les chiffres comme moi, des investisseurs privés qu'ils mobilisent sur l'Europe de l'Ouest pour l'énergie, machines et réseaux, de l'ordre de 2 à 3 trillions d'euros sur 30 ans. Et certains opérateurs du milieu financier, la BEI pour ne pas la citer, dit « Oh ben pas de problème, le privé le fera parce que c'est rentable et sans risque ». Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, c'est un peu court. Je crois que le risque régalien notamment existe et que dans cette espèce de relation principal-agent, comme disent encore une fois les économistes, c'est-à-dire le principal, c'est le régalien qui dit « Voilà ce que vous devriez faire ». Et l'agent ici, c'est l'opérateur qui dit « Bah oui, je veux bien le faire si je reçois le bon signal ». Je voudrais vraiment plaider pour une espèce de cohérence des signaux. L'État ou le groupe d'États ne doit pas faire beaucoup, ne doit pas faire tout certainement, mais il doit donner des signaux cohérents. Un petit vœu pour terminer, et puis je rends la parole. Philippe Aghion a dit tout à l'heure qu'il pensait que Almunia était prête à accepter une cohérence et une union entre la politique de la concurrence et la politique industrielle. J'aimerais bien que le même Almunia accepte la même cohérence entre la politique de l'énergie et la politique de la concurrence. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous voilà au bout du panel. Est-ce qu'il y a quelques courageux qui veulent poser des questions? Il y a des micros. Voilà. Aussi bien sûr, les intervenants précédents. Vous levez la main. Sinon Philippe, je
voulais que vous reveniez un peu sur la question précédente de monsieur. L'industrie va manquer de talent, il va manquer tout simplement de bras. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, parce que j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de diplômes de PhD en sciences ou en physique. Et donc, comment réattirer les talents de la finance vers l'industrie? Oui, alors... Sinon, en leur donnant des salaires équivalents. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit la seule condition pour attirer les jeunes sur les carrières d'ingénieurs. Moi, je peux vous dire une conviction que je partage également, c'est que les 10 ans qui viennent seront la décennie des ingénieurs. Il y a tellement de problèmes à régler qu'il y aura des positions absolument exaltantes pour les ingénieurs et qu'on les paiera, comparé à la dernière décennie qui a été celle des ingénieurs banquiers. Et ça, l'histoire, pour moi, elle est assez claire. Alors maintenant, il faut en convaincre d'abord les étudiants. Je crois que il y a une responsabilité collective de communication sur ce qu'est l'industrie, y compris de la part de l'industrie. C'est pour ça que notre groupe a maintenant introduit un réseau de communication avec les plus grandes universités, les centres de recherche, parce qu'il faut que nous soyons connectés. Premier point. Et je pense que donc il faut qu'on ait une pénétration plus importante, une part de marché plus importante, et c'est possible. Je pense que ce qui est fait actuellement dans le domaine de la loi sur les universités va généralement dans le bon sens pour aussi favoriser l'alignement universitaire avec l'industrie. Je pense que les choses sont bien parties. Je faisais allusion tout à l'heure à l'apprentissage. Il faudrait qu'on suive une démarche similaire. Troisième point, il faut que nous soyons prêts à importer des ressources. Parce que l'Europe va être de toute façon courte en ressources d'ingénieurs pour les années qui viennent. J'étais dans le Tamil Nadu il y a un mois, parce qu'on veut se développer en Inde. Le Tamil Nadu, c'est la population de la France. Bon, je parlais de l'implantation d'une usine, évidemment, j'ai posé la question des compétences. Est-ce qu'on aura les compétences disponibles? Alors là, ça a été l'hilarité générale, parce qu'on m'a expliqué que sur 60 millions d'habitants, 70, il y avait 1 million de graduates, et donc il n'y avait aucun problème. Donc on n'a pas les bons réflexes, et donc il va falloir que nous soyons en mesure d'importer plus de compétences de l'extérieur. Ce n'est pas uniquement en France, d'ailleurs c'est aussi vrai sur l'ensemble de l'Europe. Peter, sur les talents, les formations d'ingénieurs aux États-Unis. So another way to think about this is that immigration policy is industrial policy. So the U.S. has the advantage of having one of the best educational systems in the world. So I say that with all modesty, being part of it. But, you know, we could fill our classes, every subject, with the brightest kids in the world. And why would we ever want to stop that? Because it's only to our benefit. You know, who founded Google? If we go back to a sexy example. I mean, so I think from the U.S. perspective, we've had some missteps, unfortunately. I think I would advocate making our educational system as open as possible, and that would help enormously in many dimensions, but in particular in the one involving building up factors of production that support the kinds of industries that you want. Merci Jean-Pierre aussi sur la même question. Oui, mais en 30 secondes, l'une des solutions, et c'est Pierre Ganonex qui l'évoquait, le panel également d'ailleurs, pour valoriser mieux, entre guillemets, les ingénieurs par rapport à d'autres, c'est de faire en sorte qu'ils soient rémunérés autant que les financiers. Je fais court. Puis suggérer une deuxième question de travaux d'application pour le cercle des économistes. Vous prenez les 100 plus grandes entreprises françaises, vous faites la liste de celles qui sont dirigées par des ingénieurs, celles qui ne sont pas dirigées par des ingénieurs. Statistiquement, ça m'intéresserait, je n'ai pas d'idée du résultat. Eduardo. Just very briefly, I hear that about 70% of venture capital in the States is done with federal money. And the second point is, after all, Star Wars, for instance, had a great impact. So the United States has done some large high-tech Keynesian kind I mean, a less flip answer to the bailout of General Motors is that it really wasn't industrial policy. It was a Keynesian stimulus package that was just pretty targeted, you know. But by the same token, you could question whether the financial firms should have been saved as well. It's not just GM, I think. So the proper way, I think, in both of those cases to think about it is to go back to
what are the principles that we think make better industrial policy as opposed to worse industrial policy, and then evaluate it on those merits. Oui, donc je voudrais revenir d'un mot sur le débat tout à l'heure concernant la comparaison France-Allemagne, les performances, etc., puisqu'effectivement c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de ce côté du Rhin. J'ai remarqué d'ailleurs que ça préoccupe moins les Allemands en général, hein, ce sujet, mais ça préoccupe beaucoup les Français. Donc Philippe sait que je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur un certain nombre de ces points. Je crois que dans le solde extérieur comparé de la France et de l'Allemagne, il y a en gros quatre explications qui peuvent être données. Il y a d'abord une explication macroéconomique, c'est-à-dire la France et l'Allemagne n'ont pas suivi exactement les mêmes politiques macroéconomiques, ce qui a des conséquences, par exemple, en termes de consommation, de rythme de la consommation et donc de rythme des importations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est assez méconnu en France, c'est que la confrontation bilatérale de l'industrie française et de l'industrie allemande est très grande. En fait, on a en tête en France qu'on fabrique des Airbus et des sacs à main et que les Allemands font des machines-outils. Et donc, on appelle ça la spécialisation. Et donc, on a l'impression que les deux pays sont spécialisés très différemment. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, il y a plus de sacs à main dans les exportations françaises que dans les exportations allemandes. Et inversement, il y a plus de machines-outils dans les exportations allemandes. Mais si on calcule la probabilité au niveau le plus fin possible du produit le plus fin possible qu'un Français rencontre un Allemand qui vende la même chose sur le même marché la même année, cette probabilité, tenez-vous bien, est de 80%. C'est-à-dire les industriels en France sont dans le monde, statistiquement, ceux qui rencontrent le plus les industriels allemands qui vendent la même chose qu'eux, généralement un peu plus cher et souvent de meilleure qualité. Et donc le problème qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'écart de prix entre les deux se réduit, puisqu'à ce moment-là, les Français se retrouvent à vendre quelque chose qui est perçu comme d'un tout petit peu moins bonne qualité. Je ne prendrai pas les voitures pour ne pas être désagréable avec Philippe, justement, mais voilà, il se trouve que les consommateurs, souvent, sont prêts à payer un tout petit peu plus cher pour avoir une voiture allemande qu'une voiture française. Et donc, si les deux voitures se vendent au même prix, ça devient difficile de vendre des voitures françaises. Fort heureusement, ça n'est pas le cas de l'entreprise dont il s'occupe, mais c'est juste pour donner l'idée qui va avec les statistiques que je cite. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est la troisième explication, c'est que le coût du travail a d'abord évolué dans un sens, ce qui a masqué beaucoup de choses, et ensuite dans le sens inverse, mais à des rythmes différents. Après la réunification et jusqu'à 2000, les Allemands sont devenus l'économie la plus chère du monde, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis ils s'en sont aperçus, et donc ils ont fait ça à l'allemande, ils ont réagi très fort, avec une politique de modération salariale, ce qui veut dire ne pas distribuer aux salariés les gains de productivité. Et donc, pendant la première période, et jusqu'à 2004, en fait, puisque les premiers effets se sont fait sentir à partir de l'été 2004, les Français ont gagné plus que 10 points de coût sur les Allemands. Et donc ça a masqué d'autres problèmes de l'industrie française, puisque là, on a vraiment acquis un problème de coût. Et ce qui a été très, très violent pour les industriels français, c'est que les Allemands ont fait le chemin inverse en 4 ans. Et donc, en 4 ans, ils ont repris les 10 points de coût. Et donc, si on compare l'année 1900, enfin, juste quand on est sorti de cette réunification allemande, juste avant la crise donc, de 2008, eh bien, on s'aperçoit que le niveau des coûts comparé entre la France et l'Allemagne est juste le même. Donc, on a eu ce mouvement, donc, dans un sens puis dans l'autre, qui était très, très ressenti par les industriels. Et puis, il y a une dernière dimension, j'ai dit qu'il y en avait 4, qui est une dimension beaucoup plus microéconomique. Et là, les responsables d'entreprise en parlent beaucoup mieux que les économistes. C'est vraiment les stratégies, le management des entreprises, l'organisation des chaînes de valeur ajoutée, où les Allemands ont fait probablement beaucoup plus et beaucoup mieux que nous, et ont profité un petit peu de leur géographie qui est plus favorable, puisque leur hinterland, c'est des pays à bas coût, notre hinterland, c'est l'Espagne, et donc c'est un peu plus difficile, quoi. Donc je pense que c'est tous ces éléments qui sont derrière l'évolution des coûts comparés entre la France et l'Allemagne. Et ceci dit, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que les Allemands n'ont pas utilisé cet avantage de coût qui leur est revenu pour casser les prix en Europe, où en tout état de cause, les Français ont suivi. Donc à la fin, les prix français et les prix allemands sont restés les mêmes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les marges allemandes ont beaucoup, beaucoup augmenté. Et ces marges ont été distribuées en partie aux actionnaires, en partie pour se désendetter, et puis ont été surtout, et ça clôt un petit peu la discussion qu'on a eue cet après-midi, pour faire beaucoup plus de R&D dans les années récentes, dans l'industrie, que ne l'ont fait les Français, enfin de R&D privé dans l'industrie. Et là, peut-être que Philippe aura envie d'en dire un petit peu plus, mais ça veut dire tout simplement que le pire est probablement devant nous.
Du coup, ce que tu as dit a un peu énervé le lion qui est à côté de moi, qui va rugir un peu. Je ne vais pas rugir pour réveiller tout le monde, mais peut-être juste avec une pointe d'humour sur ce sujet. D'abord, écoutez, sur l'importance de la qualité dans la compétitivité, c'est clé. La compétitivité, il y a la compétitivité prix et la compétitivité coût. Et j'ai mentionné que la montée en gamme des marques était un objectif essentiel. Et comme vous me croyez sans me croire, vous avez une opportunité fantastique ici. C'est que d'abord, vous avez le directeur de la marque Peugeot qui est là et qui tient à votre disposition des 508 qui viennent de sortir et qui, croyez-moi, en matière de qualité, n'ont rien à rougir devant les Allemandes. Alors, je vous encourage, plutôt que de m'entendre, à aller les tester. Voilà. Juste un deuxième point d'une note légère, parce que si on est en Chine, la politique industrielle, c'est un concept. La réalité, c'est que les 9 dirigeants chinois sont des ingénieurs. Et vous savez, quand le président Roux vient en France et qu'il regarde l'hybride 3008 que nous allons sortir en septembre, il est très intéressé pour savoir est-ce que c'est un véhicule qui a une autonomie électrique et de combien en mode zéro émission dans les villes, combien coûte, quel est le surcoût de l'hybridation. C'est un réflexe naturel. Et donc le fait de penser à 10 ans la politique électrique, hybride rechargeable, c'est way of life. Donc, et les 10 font la même chose. Alors j'ajoute qu'en termes de discipline, c'est plutôt bien parce que le Parti communiste chinois, c'est 70 millions de personnes, c'est plus que l'Allemagne, et donc ça fonctionne assez bien. Et puis la holding, la SASAC, qui détient les 120 groupes importants qui sont nos partenaires, les Dongfeng numéro 3 de l'automobile, Changan numéro 4, ils reçoivent les instructions immédiatement. Et donc en termes de politique industrielle, il n'y a pas de discussion. Alors peut-être encore juste 2 questions avant d'aller à l'opéra. Et puis Lionel conclura en quelques mots. Monsieur devant qui a le micro, si vous... Oui, bonsoir, Jean Bourdaria. Alors pour changer un petit peu de l'énergie, de l'automobile, de l'aviation, etc., un économiste connu a proposé il y a quelques mois, très sérieusement, de faire du secteur santé en France un avantage comparatif. Alors secteur santé au sens large, les hôpitaux, la médecine de ville, les laboratoires pharmaceutiques, etc., puisque effectivement le système de santé français semblerait montrer une grande efficacité. Est-ce que vous pensez qu'au plan économique, cette proposition ait du sens ? Alors Eduardo va essayer de répondre sur l'économie de la santé et la compétition, mais qui est mondiale. Quand on veut se refaire le nez, on va en Tunisie. Quand on veut un peu plus, on va en Inde. La compétition est mondiale sur la médecine. I think, of course, it is a sector which has to be can be very competitive. It can produce GDP in your country, and it can be exported. And I also think that Europe, the welfare model that Europe has, should become a model and should be exported. And so this health industry and health services can become a great sector in the economy and it can have a competitive advantage. I think so. Yeah, I guess I would just support what you just said. You'd want to think about how it could rise in prominence internationally. So I don't actually know much about the French healthcare sector, but to the extent that you are attracting people from the rest of the world who want to have healthcare done in France, that would be the kind of thing we've been talking about. It's a purely domestic industry. It's a different story, I think. Alors peut-être la dernière question. Oui, bonjour, André Lezocroc-Pietri. Je voudrais juste revenir sur la politique industrielle chinoise. Alors, je voulais poser la question à Philippe Varin, mais il a déjà répondu. Donc, surtout à Hervé Macheneau, je crois qu'on l'attendait aussi un petit peu là-dessus. Il y a eu la réflexion du professeur Schott disant « Oui, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec le Japon. Donc, c'est peut-être une mode, ça va passer. » Vous êtes d'accord? Et comment est votre lecture de la politique industrielle chinoise et de quoi on peut s'inspirer? Qu'est-ce qui est reproductible chez nous et qu'est-ce qui est chinois? Je ne pense pas qu'on veuille importer le parti. Non. D'abord, la politique, d'abord effectivement, comme a dit Philippe Varin tout à l'heure, la politique industrielle chinoise, elle est construite, planifiée, elle regarde
à très long terme et elle travaille sur un mode test, échec, retest, et donc sur un mode extrêmement pragmatique. Et donc, dans une forme de consensus qui est fondée sur l'observation des résultats. Le deuxième élément, je crois qu'il est important de noter, et c'est là une différence importante avec la situation japonaise, c'est que la Chine, comme chacun sait, il y a 1,5 milliard d'habitants. Pour le moment, il y en a 400-500 millions qui sont dans le système économique, et puis il y en a 800 millions qui n'y sont pas encore. D'où le fait qu'il y en a à peu près 20 millions par an, entre 15 et 20 millions par an, qui rentrent dans le système économique et qui s'urbanisent. Donc la destination de l'industrie chinoise, elle est d'abord chinoise. Le développement, l'initialisation, le catalyseur, le démarrage de l'industrialisation en Chine s'est fait par les exportations parce qu'il n'y avait pas de marché intérieur. Mais chaque jour qui passe, c'est le marché intérieur qui reprend sur l'exportation. Et l'objectif de la Chine, c'est évidemment d'avoir un immense marché intérieur, d'où l'importance pour nous, pour nos politiques industrielles, d'être présents sur ce marché dans une forme de partenariat et de coopération avec l'industrie chinoise, c'est-à-dire de s'y implanter et de servir la Chine, les Chinois et la consommation intérieure chinoise. Merci. Pour reprendre une partie de la question, de quoi peut-on s'inspirer ? Les priorités en matière de R&D au niveau européen. On a, face à une planification chinoise extrêmement ciblée sur des secteurs prioritaires, au niveau européen, en matière de R&D, sur des programmes énormes, on a un peu un vide sidéral en ce qui concerne la priorisation. Et ça, je dirais, c'est une décision à prendre, et la Commission doit s'en emparer et je dirais, agir. Parce que on a des secteurs où on est fort en Europe, bien sûr l'automobile en fait partie, mais pas uniquement, mais il y a des secteurs où aujourd'hui on est absent, et donc on a des choix à faire. Ou bien, en général, vous savez, dans les entreprises, on dit qu'il faut d'abord se concentrer sur, disons, développer ses points forts avant d'essayer de combler les points où on est très très faible. Bon. Et je pense que c'est de cela dont il s'agit en Europe aujourd'hui. Et ça, c'est faisable dans le programme de R&D qui va se mettre en place dans les 2 ans à venir. Un point. Le deuxième point, c'est la création de standards, de normes. Parce que ça, c'est l'arme de la guerre. Et l'Europe, on n'est pas très bon. Alors, en France, on est à la remorque de l'Allemagne sur ce sujet. Mais il faut avoir une vision anticipatrice sur ce sujet. C'est très lié à la question de la recherche-développement. Mais ça, c'est ça la stratégie. Et à cet égard, ce n'est pas uniquement une question d'ailleurs des autorités européennes, je pense que c'est aussi une responsabilité des entreprises. Nous, on le voit dans un cas très précis, qui est celui des technologies hybrides. On a décidé de s'allier avec BMW pour créer des tickets franco-allemands, parce que là, je dirais que si on veut fixer un standard sur des batteries ou sur la chaîne électronique de régulation de l'hybride, on décidera et Bruxelles nous écoutera. Alors, voilà, une conclusion de Lionel. Bon, mon travail est de faire la conclusion, donc à cette heure avancée de l'après-midi, c'est vraiment difficile parce que tout le monde est très très pressé. Je suis moi-même très impatient d'aller essayer la 508. Donc, on a vu sur les chiffres qui ont été présentés par Peter et qui rejoignent complètement ce que je disais, que l'emploi industriel baisse, que la production industrielle augmente, et donc le cœur de tout ça, c'est la productivité. Et au final, que ça ne se traduit pas forcément par des problèmes d'emploi. Si problème d'emploi il y a, ils viennent probablement d'ailleurs, d'un mauvais fonctionnement général d'autres choses dans l'économie. Alors, quoi qu'il en soit, l'État va intervenir, c'est ce qui a été dit cet après-midi. Quoi qu'on fasse, l'État sera poussé à intervenir, et donc autant le faire correctement. Et donc, l'objectif de cet après-midi était de voir comment on pouvait le faire correctement. Alors, la première chose, évidemment, c'est cette dimension horizontale sur les écosystèmes, l'innovation, la concurrence, les clusters, le rôle de la normalisation qui vient d'être rappelé tout de suite et qui est probablement un enjeu tout à fait stratégique. Et puis, il y a à côté des actions verticales
Les Chinois le font, ça vient d'être appelé. Donc il faut focaliser certains secteurs. Si possible, j'ai compris que ça serait mieux encore si on pouvait le faire au niveau européen, mais bouger à 27, c'est toujours très compliqué sur ces sujets. Et donc, quand on veut focaliser des secteurs, eh bien, il faut le faire en accroissant la concurrence. Ça, c'est un message très fort qui est sorti de cet après-midi, qu'on n'avait pas forcément en arrivant. C'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité du tout entre politique de la concurrence et politique industrielle bien faite, à partir du moment où la politique industrielle vise à favoriser les entrées et donc l'arrivée de nouveaux acteurs dans les filières qui ont été sélectionnées. Donc, parmi les secteurs sélectionnés, j'ai cru comprendre que l'énergie fait l'objet d'une demande répétée de plusieurs intervenants de la table. Ce n'est pas le seul. En tout état de cause, ce qui est très très important, c'est qu'on sorte donc de cette situation où, de façon un peu hypocrite, on discutait à l'infini de savoir si l'État devait faire quelque chose ou si le marché ferait beaucoup mieux. On a compris cet après-midi que le marché ne ferait pas tout, mais que l'État pouvait intervenir sans empêcher le marché de fonctionner, et que c'était ça au final qu'il fallait viser. Je vous remercie. Merci Lionel. Merci messieurs, à vous tous. Et merci à vous d'avoir assisté à ce long débat sur la politique industrielle. Bon cocktail pour vous remettre.